Bonjour, bonjour. Vous connaissez sûrement cette phrase qui dit que parfois la réalité dépasse la fiction. Eh bien, croyez-moi, ça n'a jamais été aussi vrai que ce jour-là. Certaines personnes sont prêtes à tout pour de l'argent, parfois même à élaborer les plans les plus farfelus et improbables sans même se demander une seule seconde s'ils ont une chance d'aboutir. Comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et vous allez voir que parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un feu de forêt. Et je sais pas pourquoi je parle en énigme, on dirait le père Fouras. Bref, voici l'histoire d'un livreur de pizza, en apparence sans histoire, qui pourtant va se retrouver malgré lui en direct sur les télés du monde entier, avec une bombe autour du cou, et ni lui, ni la police ne savent comment elle est arrivée là. Bienvenue dans cette vidéo pour l'histoire du pizza bomber. Pour commencer, il faut que je vous présente Brian Wells. Brian a 46 ans, il est célibataire et il vit à Erie, en Pennsylvanie, depuis toujours. Tout le monde s'accorde pour dire que Brian est gentil, simple, voire même un peu naïf. Vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi c'est important tout de suite, mais il travaille comme livreur de pizza pour un restaurant appelé Mamma Mia Pizza. C'est pas un métier qui lui rapporte beaucoup d'argent du coup, mais Brian s'en fout. C'est un métier qui lui plaît, c'est pas compliqué, ça lui permet de payer son loyer et c'est tout ce qui lui importe. Pourtant, le 28 août 2003, le monde entier va faire sa connaissance en direct à la télévision et malheureusement, pas pour les bonnes raisons. This is a Fox News alert. Breaking news tonight in the so-called pizza bomber mystery. Bizarre bank robbery story in Erie, Pennsylvania. 男の体には爆弾が仕掛けられていたのだ。 C'est même le contraire, parce qu'on y découvre un homme menotté et assis par terre qui semble porter autour du cou quelque chose qui pourrait ressembler à une bombe, mais personne n'en sait beaucoup plus à ce moment-là. Rien que ça, c'est du jamais vu. On pourrait s'arrêter là que ça resterait probablement des images extrêmement rares. Et le plus bizarre, c'est que Brian a autant l'air d'être un danger que d'être en danger. Ce qui laisse évidemment la police et les spectateurs perplexes, surtout qu'il a l'air paniqué. Et non seulement il a l'air paniqué, mais il demande de l'aide aux policiers qui, quand ils l'ont arrêté, ne savaient pas qu'il portait une bombe sur lui, prête à... Ce qui soulève deux questions. D'abord, pourquoi est-ce que la police l'arrête à la base s'il ne savait pas qu'il avait une bombe sur lui? Et surtout, pourquoi est-ce que Brian Wells demande de l'aide et semble être paniqué? C'est très mystérieux. C'est mystérieux parce qu'en général, quand quelqu'un porte une bombe, il le fait de son plein gré et il s'en sert pour être menaçant. Mais ce n'est pas du tout le cas de Brian. Pour répondre à la première question, à savoir pourquoi est-ce que la police l'arrête à la base, c'est pas très compliqué. Il se trouve que Brian Wells vient tout juste de braquer une banque. Donc forcément, quand il sort, la police est déjà prévenue et le cueille. Le plus énigmatique dans ce braquage, c'est que d'après les caméras de surveillance et les témoignages, Brian est entré dans la banque et qu'il n'a menacé personne. Il est rentré et sorti tout aussi tranquillement, prenant même au passage une sucette sur le comptoir. Il s'est juste contenté de donner une lettre à la réceptionniste, puis au manager, une lettre contenant des instructions. Une fois sorti de la banque avec à peine 8 000 $ dans un sac, Brian repart tranquillement jusqu'à ce que la police ne l'arrête quelques mètres plus loin. Bon, malgré plein de zones d'ombre qu'on va éclaircir évidemment, on a répondu à la première interrogation. Le truc, c'est que toutes les télés du monde se demandent pourquoi est-ce qu'il panique et pourquoi est-ce qu'il demande de l'aide alors qu'il vient de braquer une banque et qu'il porte une bombe sur lui. En réalité, quand la police arrive sur place, il demande d'abord à Brian de sortir de sa voiture, puis de se mettre à genoux avec les mains dans le dos. Jusque-là, tout va bien. Mais pendant qu'un des officiers lui met les menottes, Brian lui dit qu'il porte une bombe autour du cou.
L'officier décide donc de couper dans le t-shirt qui recouvre le dispositif pour vérifier si ce qu'il dit est vrai, et il s'aperçoit très vite qu'il ne ment pas. À partir de là, la situation prend une autre dimension. On passe d'un braquage à une potentielle menace terroriste. Mais c'est pas le plus bizarre. Ce qui rend cette histoire si extraordinaire, c'est qu'au début, notre livreur de pizza a l'air plutôt calme. Il semble ne pas se rendre compte de la gravité de la situation. Les policiers sur place essayent quand même de comprendre ce qui se passe en lui posant des questions, et Brian leur explique qu'il est allé livrer une pizza dans un coin reculé près d'une station de radio, et que des hommes noirs l'ont agressé, puis lui ont mis ce collier autour du cou. Et c'est à ce moment-là que la bombe va commencer à biper. Et c'est à ce moment-là que Brian a l'air de réaliser que la bombe qu'il a autour du cou est une vraie. Ça peut sembler bizarre, dit comme ça. Et surtout, il va demander aux agents des instructions, des clés. L'affaire devient de plus en plus mystérieuse, mais on va revenir dessus très vite. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que normalement, qui dit bombe, dit équipe de déminage qui est censée arriver, mais vu que la circulation est fermée aux alentours, à cause de cette situation, ils prennent du temps à arriver. Un temps que Brian n'a pas. Et malheureusement, quelques minutes avant leur intervention, alors que Brian semble toujours ne pas comprendre comment il en est arrivé là, je rappelle que tout ça se passe en direct à la télévision. C'est du jamais vu. D'ailleurs, cette séquence va tellement traumatiser une partie de la population que beaucoup de questions vont se poser quant à l'intérêt de diffuser ce genre d'images en public. Il y a beaucoup trop d'interrogations et de mystères autour de l'affaire et tout le monde va y mettre son petit grain de sel pour savoir comment un homme sans histoire, livreur de pizza, décide du jour au lendemain de braquer une banque pour 8 000 $. Pourquoi une bombe autour de son cou? Est-ce qu'il était complice? Est-ce qu'il a été forcé? Qui sont les gens qui l'ont obligé, s'ils l'ont vraiment obligé? Est-ce qu'il était fou? Pourquoi est-ce qu'il parle d'instructions et de clés à récupérer dans différents lieux comme s'il s'agissait d'un jeu ou d'une chasse au trésor? Etc., etc. On va même aller jusqu'à parler de gens qui sont fans de Saw, qui auraient fait ça, ou de complots de l'État, etc. Enfin, vous connaissez les États-Unis, ça part vraiment dans tous les sens. Pourtant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, personne n'est ne serait-ce qu'à un cheveu de la vérité. Bon, la bombe a explosé, et malheureusement, Brian Wells n'a pas survécu suite à l'explosion. Quand l'équipe de déminage arrive, il est trop tard, mais ils doivent quand même vérifier que plus rien ne puisse exploser. La première chose qui intrigue les démineurs, c'est qu'il y a énormément d'instructions écrites sur la bombe, avec des mises en garde, et aussi plusieurs serrures qui permettaient normalement de pouvoir annuler l'explosion. Et en y regardant de plus près, ils vont même se rendre compte que Brian aurait pu tirer sur une goupille pour gagner 1 heure de temps. Ce qui donne déjà un gros indice à la police concernant son implication, mais vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Bref, ils vont également trouver dans ses poches la fameuse suite de notes sur lesquelles sont inscrites des instructions qui ressemblent énormément à une espèce de chasse au trésor. Certaines de ces notes d'ailleurs indiquent des lieux où il devait déposer son butin. Par exemple, une des notes explique à Brian qu'en sortant de la banque, il doit trouver un bout de papier sous une petite pierre à côté du panneau McDonald's, et sur cette nouvelle note se trouve la suite des instructions. Ce qui est bizarre dans ces notes, c'est que très vite on s'aperçoit que Brian est considéré comme un otage, mais aussi que les notes sont écrites de sorte à ce qu'aucune analyse graphologique ne puisse aboutir. Ce qui fait penser à la police que là où les personnes qui ont orchestré tout ça sont bien préparées. Le vrai problème, c'est qu'en dehors du lieu où Brian dit avoir livré la pizza et avoir été agressé, la police n'a aucun indice. Pas d'empreinte sur la bombe, pas d'empreinte sur les lettres. Brian a parlé d'hommes noirs, mais a été incapable de les décrire autrement. Du coup,
la police est dans une impasse. Le 31 août 2003, soit 4 jours après la mort de Brian Wells, l'enquête ne fait que démarrer quand un autre employé de la pizzeria Mamma Mia Pizza est retrouvé mort chez lui. Il s'agit d'un collègue de Brian appelé Bob Pinetti, que la police devait interroger dans le cadre de l'enquête. Le truc bizarre, c'est que Bob avait contacté la police à son tour pour réclamer une protection policière parce qu'il était persuadé d'être le prochain à mourir. La police commence à se poser beaucoup de questions et à se demander s'ils n'ont pas affaire à un tueur en série qui en voudrait au livreur de pizza apparemment. Sauf que les résultats de l'autopsie vont rendre la vérité beaucoup moins glorieuse puisque les premiers éléments semblent indiquer que Bob Pinetti était un gros consommateur de drogue et qu'il était sujet à la paranoïa, ce qui l'aurait poussé à se faire un shoot plus puissant que d'habitude pour se détendre avant l'interrogatoire, ce qui va entraîner une mort par overdose. Voilà, je vous l'avais dit, c'est beaucoup moins glorieux. Pause, histoire d'y voir un peu plus clair parce qu'il y a et il va y avoir encore beaucoup d'informations. On va dézoomer un peu. On récapitule. Un homme appelé Brian Wells s'est arrêté après avoir braqué une banque. Sur place, la police découvre qu'il a une bombe autour du cou, puis elle explose. Sur lui, on retrouve des notes et des instructions qui laissent entendre qu'il était une victime. Et quelques jours plus tard, son collègue Bob Pinetti meurt lui aussi, mais en réalité d'une overdose parce qu'il pensait à tort qu'il était le suivant sur la liste. On ne sait toujours pas qui a fait ça, ni pourquoi. Voilà, comme ça, c'est clair. On reprend. Quasiment un mois après la mort de Wells, l'enquête n'a pas avancé d'un iota. La police manque de preuves. Les seuls éléments qu'ils ont sont la bombe, qu'ils pensaient très complexe à cause des instructions, mais qui n'est en fait qu'une simple bombe artisanale. Les notes, qui ont quand même permis à un des policiers le jour de l'explosion de se rendre là où Brian devait livrer l'argent, ce qui lui a permis d'apercevoir une camionnette bleue s'enfuir au loin. Et pour finir, le lieu où Brian a livré la pizza, qui est confirmé puisque des traces de pneus du camion de livraison sont découvertes sur place. Mais mis à part ça, rien. Le 21 septembre 2003, un homme appelle le siège de la police de Pennsylvanie pour leur indiquer qu'il y a un corps dans son congélateur. Il explique que c'est son ami E qui a tué son propre petit copain, qu'il l'a aidé à mettre le corps dans le congélateur, mais que comme il a refusé de le passer au broyeur à végétaux, il a peur de rentrer chez lui parce qu'elle est dangereuse. Please, what's your emergency? At 8645 Peach Street, in the garage, there is a frozen body. It's in the freezer in the garage. There is a woman there that you might want to pick up and question. 8645 Peach Street? Yes. How do you know that, sir? Trust me, I know. Who are you? I'm the guy who lives there. Cette amie, c'est Marjorie Deal Armstrong. Pour que vous compreniez bien le personnage, laissez-moi vous la présenter. Marjorie est née en 1949 et c'est à l'époque une très jolie femme, très convoitée. Il se trouve que Marjorie est certes très jolie, mais elle est surtout extrêmement intelligente et diplômée d'une licence en éducation. Malgré toutes ses qualités, non seulement elle est décrite par ses proches et parents comme une manipulatrice, mais en plus de ça, et c'est très important pour la suite, elle est diagnostiquée très tôt comme ayant des troubles bipolaires et maniaco-dépressifs. Voilà, comme ça, vous savez. Quant à l'homme qui a passé le coup de téléphone, il s'agit de William Bill Rostin, qui est un ami anciennement flirt de Marjorie, qu'il connaît depuis 35 ans et qui n'a jamais cessé de l'aimer. Donc on a une femme, visiblement dangereuse d'un côté, un homme amoureux de cette femme depuis toujours et le corps du copain de cette femme dans un congélateur. Ça commence bien. Quand la police arrive sur place, ils perquisitionnent le domicile de Bill Rostin qui va entièrement collaborer avec eux, leur expliquer où le corps est caché et il va leur faire le tour du propriétaire. La maison est dans un état catastrophique. Ils doivent enjamber les détritus, les cartons, etc. Tout ça pendant que Marjorie Deal, assise sur un lit dans une autre pièce, leur crie dessus et les insulte de tous les noms, tellement elle est furieuse de les voir débarquer. Les policiers se dirigent donc vers le garage et après avoir soulevé une bâche, ils tombent sur le fameux congélateur.
Ils ouvrent la porte et ils découvrent le cadavre de Jim Roden, le copain ou ex-petit copain de Marjorie Deal, qui est immédiatement mis en état d'arrestation. À partir de là, Marjorie va tout de suite rejeter la faute sur Bill. And Bill Rothstein is a filthy liar that's gonna get sued. Et Bill sur Marjorie. Le problème, c'est qu'en faisant leur petite enquête sur elle, la police se rend compte que 3 des petits copains de Marjorie sont morts prématurément. Ça fait beaucoup. 1, ok, 2, c'est malheureux, 3, c'est bizarre, sachant qu'il y en a un 4e au frigo. Pour la petite histoire, un d'entre eux a été retrouvé pendu chez lui, un autre s'est malencontreusement cogné sur une table basse, et en 1984, elle va être jugée pour avoir tué son mari après lui avoir tiré dessus à 6 reprises. Pourtant, elle sera acquittée malgré d'énormes doutes après avoir plaidé la légitime défense. Mais il y a un autre problème. Lors des interrogatoires, la police va interroger un de ses plus proches amis appelé Kenneth Barnes, qui affirme qu'elle et Jim Roden se disputaient souvent et qu'elle lui disait régulièrement « je vais te tuer un jour », ce qui n'arrange absolument pas les affaires de Marjorie, pour qui ça sent mauvais. Mini-pause, peut-être, je dis bien peut-être, qu'à ce moment-là de la vidéo, vous ne voyez toujours pas le rapport entre les deux affaires, et c'est normal, ok? C'est maintenant qu'on va faire le lien. Il se trouve que dès l'instant où Bill a appelé pour signaler un corps chez lui, et que la police s'est rendu compte qu'il habitait à quelques mètres de là où Brian Wells a livré la pizza, ils ont commencé à avoir des doutes. C'est presque impossible que ce soit une coïncidence, surtout que plusieurs éléments vont titiller leur curiosité. D'abord, une note écrite par Bill destinée à la police au cas où il serait tué a été trouvée chez lui, note sur laquelle il est écrit entre autres « Ceci n'a rien à voir avec l'affaire Wells ». Ça, bon, je suis désolé, mais c'est une erreur de débutant, hein. C'est comme le mec qui crie « c'est pas moi qui ai pété » alors que ça pue pas encore et que personne l'a accusé, c'est grillé. Ensuite, les enquêteurs découvrent que Bill vit dans la maison de ses parents décédés depuis plus de 50 ans et que pour payer la succession, il l'a mise en vente au prix de 250 000 $. Et 250 000 $, c'est un chiffre qui me dit quelque chose, mais où est-ce que j'ai vu ça déjà ? Ouais. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que Bill vivait en colocation avec un homme appelé Floyd Stockton. Et que non seulement ce Floyd a déménagé le lendemain du braquage, comme par hasard, mais aussi qu'il est recherché dans un autre état pour un viol sur une mineure handicapée, le colloque de l'année. Il va donc devenir un des suspects principaux dans cette affaire. Encore faut-il le retrouver. Le temps passe. L'enquête sur la mort de Brian avance à peine, mais de son côté, Marjorie est condamnée pour le meurtre de son petit copain et se retrouve donc en prison. C'est le FBI qui doit reprendre l'enquête pour voir s'il y a un lien entre les deux affaires, mais il ne croit pas du tout à l'hypothèse avancée comme quoi Bill et Stockton auraient eu le culot de cacher un corps chez eux pour ensuite commander une pizza à 100 mètres de là et mettre un collier explosif autour du cou du livreur pour l'obliger à commettre un braquage. Surtout que Brian Wells a parlé d'homme noir. Du coup, malgré tous les doutes et le fait que Marjorie Deal dit publiquement que Bill devrait être puni pour la mort de Wells, lui et Floyd sont innocentés. Pause, encore une fois, on refait un petit dézoom histoire d'y voir un peu plus clair. À peine un mois après la mort de Wells, Bill Rothstein appelle la police pour leur balancer que Marjorie Deal a tué son petit copain et que le corps se trouve dans son congélateur. Après enquête et plusieurs témoignages, Marjorie Deal est condamnée pour le meurtre de Jim Roden à 25 ans de prison et furieuse, elle accuse Bill de la mort du livreur de pizza, mais les enquêteurs n'ayant aucune preuve ne peuvent rien faire du tout et l'innocente. Voilà, on reprend. Et puis, le temps passe. 1 mois, 2 mois, 6 mois, et rien. Aucune piste, aucun indice, mais un événement va venir troubler toute cette tranquillité. 11 mois plus tard, Bill Rothstein est transporté à l'hôpital à cause d'un cancer du système lymphatique, et le FBI, qui cherche quand même toujours des éléments, décide d'aller le voir sur son lit de mort pour lui poser des questions. L'agent qui l'interroge joue sur l'urgence et lui dit que s'il a des choses à confier sur le braquage et la bombe, peut-être qu'il devrait soulager sa conscience maintenant, ce à quoi Bill va répondre non. Et
mourir quelques jours plus tard. Le FBI est déçu, non seulement ça fait une personne de moins qui pourrait les aider, mais surtout, et je les comprends, ils ont le sentiment d'être passés à côté de quelque chose. C'est bizarre. Si t'as rien à soulager, tu dis que t'as rien à soulager. Tu réponds pas non, j'ai pas envie de soulager ma conscience. Bref, et ce petit détail va les titiller. Les enquêteurs vont donc décider de revisionner toutes les vidéos qui ont été faites de la maison de Bill au cas où ils auraient manqué quelque chose. Et ça va payer. Ça va payer parce que le premier giga détail que la police n'avait pas remarqué, c'est que Bill Rostin possédait 2 camionnettes. Une noire qu'il conduit sur la vidéo et une autre de couleur bleue. Exactement le type de véhicule qu'un des policiers dit avoir vu prendre la fuite. Et vous vous demandez peut-être comment ils ne s'en sont pas rendus compte avant. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, la police qui enquête sur le corps retrouvé dans le frigo et sur Brian Wells, c'est la police locale. Alors que l'équipe qui enquête maintenant sur l'affaire, c'est le FBI. Et malheureusement, comme souvent, le dialogue entre les deux services se fait très mal, voire pas du tout. Résultat, le FBI n'avait jamais entendu parler de cette camionnette bleue avant. Deuxième détail, ils décident de revisionner le film de la perquisition et dans tout ce bordel, ils se rendent compte qu'à un moment, pendant 0,5 secondes, la caméra passe devant un dessin sur lequel des motifs et des flèches sont dessinés. Et pourquoi est-ce que ça les intéresse? Tout simplement parce que ces flèches ressemblent étrangement à celles dessinées sur la bombe. Bon, c'est pas la preuve du siècle, mais plus le temps passe, plus ils sont persuadés d'avoir manqué quelque chose. Surtout que Marjorie, elle, continue même en prison de faire parler d'elle en rejetant la faute sur Bill alors qu'il est mort. Et il se trouve qu'elle parle beaucoup, voire un peu trop, à tel point qu'elle va raconter à ses co-détenus qu'elle va faire appel et plaider la folie pour sortir de prison, comme, et c'est ce qu'elle dit, elle avait plaidé la légitime défense en 84 en leur disant « Ils m'ont cru à l'époque, pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui ?» Et c'est ce qu'elle va finalement faire, et dites-vous que ça va fonctionner. Elle va être transférée dans un hôpital psychiatrique. Puis, plus rien. Presque 3 ans se passent sans que l'enquête n'avance, jusqu'à ce qu'une lettre d'une ancienne co-détenue de Marjorie ne tombe dans les mains du FBI. Lettre où elle explique que Marjorie a avoué en prison avoir éliminé son petit copain pour l'empêcher de balancer leur plan du livreur de pizza, que c'est Bill qui a fait exploser la bombe et qu'ils ont eu du mal à trouver comment la faire tenir à un collier. Et encore une fois, cette lettre avait été gardée par la police locale depuis près de 2 ans et laissée dans un dossier au fond d'un tiroir. Du grand art. Là, pour le FBI, c'est bon. Ils ont suffisamment d'éléments pour continuer d'avancer dans une seule direction, celle de Marjorie et Bill. Problème, Bill est mort et Marjorie nie totalement les faits. Donc, ils vont commencer par interroger l'ancien colocataire de Bill, qui finalement a été rattrapé et croupi en prison à Washington pour son crime de viol sur mineur. Et cette fois-ci, rien. Floyd Stockton ne parle pas. Alors, les enquêteurs du FBI décident d'aller fouiller les affaires de Marjorie qui ont été mises dans un garde-meuble après son arrestation et auxquelles ils ont accès maintenant puisqu'elle est officiellement suspectée dans l'affaire de la bombe. Et en fouillant parmi les centaines de cartons et d'objets, ils vont tomber sur une lettre très intéressante. Une lettre de réclamation très virulente écrite par Marjorie Dill à l'attention d'une banque contre laquelle elle est furieuse car ils ont laissé son père vider un coffre qu'elle estimait lui appartenir comme héritage suite à la mort de sa mère. Cette banque, c'est la PNC Bank, la même que celle que Brian a braquée. Certaines connexions commencent à se former et le FBI va décider de visionner à nouveau les interrogatoires faits par la police locale à l'époque. Et en tombant sur celui de Kenneth Barnes, ils se rendent compte qu'une information essentielle ne leur a pas été transmise une fois de plus. En 2003, Barnes racontait à la police locale que Marjorie voulait l'engager comme tueur à gages pour éliminer son père, et dans cette vidéo, on y voit Kenneth expliquer qu'un soir, Marjorie lui a dit qu'elle en avait marre que son père dilapide son héritage et qu'elle voulait le faire tuer. Kenneth raconte que, pour rigoler, il lui a dit
je peux te faire ça, mais ça a un prix. Alors Marjorie a demandé combien et il aurait répondu 250 000 $. Évidemment, après avoir vu ça, Kenneth Barnes est de nouveau interrogé, mais par le FBI, et cette fois-ci, il va tout raconter. Ou presque. En préambule, il faut que vous sachiez que le père de Marjorie avait beaucoup d'argent et qu'il gâtait énormément sa fille. Mais comme elle était incapable de garder un travail et d'entretenir la voiture et la maison que ses parents lui ont achetées, son père a décidé un jour de ne plus rien lui donner quand elle a commencé à avoir des soucis avec la justice. Bref, Kenneth Barnes raconte au FBI que Marjorie Dill voulait absolument faire tuer son père parce que non seulement il ne lui donnait plus rien, mais aussi parce qu'elle estimait qu'il dilapidait son héritage en faisant des donations à des œuvres de charité ou en aidant ses voisins. Donc Marjorie, furieuse contre son père, raconte à Kenneth qu'elle veut le faire tuer, et Kenneth, pour plaisanter, lui dit que pour 250 000 $, il le ferait. À partir de là, Marjorie, qui prend Kenneth au sérieux, décide d'élaborer un plan que Bill Rostin va accepter de suivre par amour et dévotion pour elle. L'objectif est simple, braquer la banque qu'elle déteste pour obtenir assez d'argent et payer Kenneth pour qu'il tue son père et qu'elle puisse hériter. Bon, sur le papier, ça semble être un bon plan, mais en vrai, c'est bancal de fou. Déjà, faut réussir le braquage, ne pas être retrouvé, que Kenneth arrive à tuer le père, qu'il ne soit pas suspecté par la police et que l'enquête conclue que Marjorie n'a rien à voir avec la mort de son père pour toucher l'héritage. C'est trop, mais admettons. Kenneth poursuit et explique qu'elle a demandé à Bill de fabriquer une bombe accrochée à un collier et d'écrire des instructions sur plusieurs pages pour que la personne qui va braquer la banque puisse suivre les étapes une à une et leur rapporter l'argent au point de livraison final. Comme ça, personne ne pourra les soupçonner puisque celui qui a la bombe ne peut pas être coupable et ceux qui récupèrent l'argent n'ont pas commis le braquage et ne risquent donc pas d'aller en prison. Bon, ça marche pas comme ça, mais c'est son plan. Là, deux problèmes se posent d'après Barnes. Premièrement, qui va oser porter une bombe autour de son cou, puis braquer une banque, et surtout, comment convaincre quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça, puisque ça ne peut être ni elle, ni Bill, ni Kenneth, ni Stockton, sinon ils risquent tous d'être suspectés. Avec ce témoignage, toutes les pistes et les preuves qui ont été recueillies par le FBI arrive petit à petit à reconstituer la chronologie des faits, et voilà ce qui s'est passé. Le 28 août 2003, Marjorie appelle Kenneth pour lui annoncer le go. Le braquage doit avoir lieu aujourd'hui. Kenneth demande alors où est Jim Roden, puisque c'est lui qui doit les conduire sur le lieu de rendez-vous, ce à quoi elle va répondre qu'il est malade et qu'il se repose. La vérité, c'est que Jim avait menacé Marjorie de les balancer s'il faisait ça, et qu'il en a payé le prix. Kenneth et Marjorie prennent donc la voiture et s'arrêtent à une station essence pour rejoindre Bill Rostin, qui commande une pizza dans le restaurant où travaille Brian. Une pizza qui devra être livrée à l'antenne radio qui se trouve à quelques mètres de chez Bill. La raison pour laquelle il passe cette commande depuis la station essence, c'est pour brouiller les pistes, histoire d'éviter qu'on borne l'appel de la commande à côté de sa maison et d'être incriminé directement. Quoi qu'il en soit, Brian Wells arrive à l'antenne pour livrer la pizza et attend d'être payé pendant que Kenneth, Bill et Marjorie mangent la pizza. L'ambiance est bizarre, hein. T'es là, tu livres une pizza et les mecs mangent devant toi avant même de l'avoir payé. C'est déjà bof rassurant. Mais cette ambiance va virer au cauchemar quand Floyd Stockton va débarquer avec le collier bombe entre les mains. Brian va immédiatement reculer de peur, comprenant qu'il se passe quelque chose d'anormal, et Kenneth va lui courir dessus pour l'empêcher de fuir en lui disant de ne pas jouer au con. Brian commence à paniquer, alors Bill sort une arme à feu et tire en l'air pour lui montrer qu'il ne plaisante pas, pendant que Marjorie et Stockton en profitent pour lui mettre la bombe autour du cou et placer par-dessus un t-shirt avec écrit « Guess » qui signifie « devine ». Devine quoi, on ne sait pas trop, ça fait un peu partie du spectacle qu'il voulait donner, j'ai l'impression. Ça n'a pas vraiment de signification. Le pauvre livreur de pizza n'a en réalité aucune idée de ce qu'il a réellement autour du cou, et Bill lui donne une page de notes qui lui explique ce qu'il doit faire,
2 pages de notes dédiées au personnel de la banque, une pour le réceptionniste, une pour le manager, une page pour les otages et une page pour la police. Puis il le relâche dans la nature. À 14h30, Brian Wells entre dans la banque et donne la note réclamant 250 000 $ à la guichetière qui contacte le manager comme demandé sur les instructions. Sur les photos, il a l'air détendu, comme s'il croyait à un jeu ou une chasse au trésor. Et pendant ce temps, Marjorie et Kenneth, eux, attendent patiemment dans leur voiture, sur un parking, et l'observent avec des jumelles. Brian sort de la banque avec un sac qui ne contient en réalité que 8 702 $ et se dirige vers le parking du McDonald's qui se trouve juste à côté pour récupérer une note cachée sous une pierre. Marjorie et Kenneth l'aperçoivent au loin, puis Wells récupère la note, monte dans sa voiture et démarre, mais la police lui bloque la route, le stoppe et lui demande de sortir de son véhicule. Marjorie et Kenneth constatent que leur plan tombe à l'eau et, pris de panique, ils préfèrent partir pour éviter la police. La suite, vous la connaissez, Brian, ne comprenant pas ce qui lui arrive, supplie qu'on lui enlève la bombe, mais environ 50 minutes après le braquage, à 15h18, elle explose, le tuant sur le coup, le tout en direct à la télévision. D'ailleurs, d'après Kenneth, toujours, il raconte qu'il est rentré chez lui pour regarder en direct l'arrestation, mais que quand il a vu que la bombe a réellement explosé, il était choqué parce qu'on lui avait assuré qu'elle était fausse. Mais c'est pas fini. La partie la plus triste et la plus injuste arrive maintenant. Pendant plus de 10 ans, le témoignage de Ken Barnes a été remis en question à cause de certaines incohérences et Brian Wells n'a jamais réellement été innocenté. En gros, le FBI et les gens qui ont suivi l'affaire ont toujours gardé un doute quant à son implication dans le braquage, à cause de tout petits détails à chaque fois. Notamment, ils se disaient qu'un livreur de pizza qui braque une banque, c'est pas totalement déconnant, ou comment est-ce qu'on a pu lui mettre une bombe autour du cou de force et le forcer à faire toutes ces choses, sachant que sur les caméras de surveillance, il n'a pas l'air d'être vraiment forcé, il a l'air plutôt détendu. Il se disait aussi que si Kenneth pensait qu'elle était fausse, alors Brian aussi devait savoir qu'elle était fausse, par conséquent peut-être qu'il était dans le coup. Bref, que des petits détails qui en réalité peuvent être entendus et qui amènent à se poser des questions. Mais résultat, pendant presque 10 ans, Brian et surtout ses proches ont subi les plus horribles commentaires à son sujet, ce qui les a empêchés de faire leur deuil correctement. Pourtant, en 2018, il me semble, une femme va faire son apparition, une prostituée appelée Jessica Hoopstick. Jessica avait déjà été interrogée vite fait à l'époque parce qu'elle avait comme client Kenneth Barnes et Brian Wells. Mais ces deux-là ne se connaissaient pas. Leur seul lien, c'est elle. À la différence de Kenneth, Brian est également un ami de Jessica. Il aide sa famille à faire des courses, il aide Jessica quand elle en a besoin. Bref, entre eux, il y avait un petit truc en plus. Bref, toujours est-il qu'un soir, Jessica entend Kenneth parler d'un braquage et Kenneth lui explique qu'il cherche un mec naïf, un mec innocent et crédule pour leur plan. Vous voyez venir le truc, normalement. Alors Jessica lui dit qu'elle connaît peut-être quelqu'un, mais qu'elle doit réfléchir, sauf que Kenneth lui propose 5 000 $ si elle lui file son adresse et ses horaires de travail. Alors, le lendemain, après une nuit de défonce, parce que oui, elle est dépendante, elle accepte et empoche une avance de 1 500 $ qui vont lui permettre de continuer de se défoncer. Et c'est comme ça que Brian Wells, qui n'avait absolument rien à voir avec tout ça et qui aimait juste livrer des pizzas, a été jeté dans la gueule du loup par une femme qu'il aimait, ou en tout cas qu'il appréciait beaucoup, parce qu'il était innocent, gentil, naïf, peut-être crédule, et le tout pour 1 500 malheureux $. Alors attention, quand je dis ça, je suis pas en train de dire « Bouh, regardez, c'est de la faute des horribles femmes qui profitent des mecs gentils, etc. » Non, je rappelle que dans l'équation, c'est une toxicomane. Et une ou un toxicomane
pourrait vendre sa mère, voire même ses enfants pour 5000 $. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. C'est juste, bon voilà, il s'aimait bien, donc ben c'est tombé sur lui. Il reste une dernière chose. J'ai envie de dire peut-être le pire, mais ce sont des informations à prendre avec des pincettes, c'est que Jessica Hoopstick a eu un enfant quelques mois après la mort de Brian, et il se trouve que la ressemblance entre les deux est frappante. Donc il existe un monde où elle a jeté dans la gueule du loup le père de son futur enfant. Voilà. Cette affaire aura donc donné énormément de fil à retordre aux policiers et au FBI, mais aussi au système judiciaire américain, qui a malheureusement laissé passer l'occasion de condamner Bill Rostin. Kenneth Barnes, lui, a plaidé coupable et a admis avoir aidé au recrutement de Brian et à la fabrication de la bombe. Floyd Stockton, quant à lui, a réussi à obtenir une immunité totale contre sa coopération qui a permis de faire condamner plus lourdement les autres participants. Quant à Marjorie Diehl Armstrong, elle a continué de nier son implication jusqu'à la fin, mais a finalement été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais elle décédera le 4 avril 2017 d'un cancer du sein métastatique. Au final, c'est l'histoire d'une femme malade qui en voulait à son père de ne plus lui donner d'argent et qui, pour se venger, a décidé d'élaborer un plan improbable de braquage de banque avec ses amis qui a coûté la vie à 2 hommes innocents, le tout devant les caméras du monde entier. Le plus fou, c'est de se dire que toute cette histoire n'aurait probablement jamais été élucidée et qu'aucun d'eux n'aurait fini en prison si Bill, l'amoureux transi, n'avait pas balancé celle qu'il aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous intéresse vraiment, j'ai découvert en faisant mes recherches un documentaire très cool sur l'affaire nommé Evil Genius. Je vous le conseille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'adore lire vos commentaires sur ce genre d'histoire et j'adore y répondre. On se revoit très vite, à très bientôt. Ciao, salut.